Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Veuillez nous excuser de ces légers retards indépendamment de notre volonté. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi d'être avec nous dans cette nouvelle édition d'information. Prestation de serment ce matin à la Cour constitutionnelle du nouveau président de l'Assemblée nationale, Seynou Oumarou. C'était en présence de plusieurs invités, parents, amis et connaissances. Le compte rendu avec Alou Mansani sur les images de nos confrères de Canal 3. Cette cérémonie de prestation de serment du tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Seynou Oumarou, a vu la présence de plusieurs personnalités, notamment ses collègues députés, les membres de sa famille et plusieurs autres invités, devant aussi le président de l'Association islamique du Niger. Le conseiller de la Cour constitutionnelle a rappelé la formule à prononcer par le président Seynou Oumarou. Devant Dieu et devant le peuple nigérien souverain, nous, Seynou Oumarou, président de l'Assemblée nationale, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et de faire respecter la constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens, de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine, de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs, de respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de travailler sans relâche au bonheur du peuple, de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi, puisse Dieu nous venir en aide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prenant acte de la procédure, le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Mahaman, l'a renvoyé à l'exercice de sa fonction. Seynou Oumarou est élu président de la 3e législature de la 7e République avec 129 voix sur 166 pour un mandat de 5 ans. Suite à l'actualité, le ministre de la Défense nationale, M. Issoufou Katambe, a présidé aujourd'hui 24 mars 2021 la cérémonie de présentation au drapeau national de 1442 soldats du contingent promotion 2020 après 5 mois de formation au groupement d'instruction de Tondibia. Suivez plutôt. Issus de toutes les contrées de notre pays, le contingent 2020 va renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées qui sont engagées sur plusieurs théâtres d'opération intérieures où elles fournissent des prestations très appréciables dans un contexte sécuritaire extrêmement complexe. Soldats de la classe 2020, vous allez bientôt être déployés sur le terrain dans un contexte sécuritaire caractérisé par le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Ce qui vous appelle à faire constamment preuve de courage, de patriotisme, d'abnégation, de loyauté et de professionnalisme dans l'accomplissement de votre devoir. Dans cette mission, je vous exhorte à être à la hauteur des attentes de votre hiérarchie et du peuple nigérien qui vous a confié ces armes pour le protéger et le défendre et surtout pour veiller sur son bien le plus précieux, la terre nigérienne. Soldats du contingent 2020,
Le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République du Niger. Il est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont de haut en bas, l'orange, le blanc et le vert. La bande médiane porte en son milieu un disque de couleur orange. Dans ce pli est inscrite en lettres d'or la devise de la République qui est fraternité, travail, progrès. À travers cette devise s'affirme tout un symbole dont il convient que vous saisissiez le sens en tant que soldat. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre ce drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, s'il le faut, jusqu'au sacrifice suprême. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi l'ouverture du Forum international de Niamey sur la paix et la stabilisation, un forum organisé par la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Le compte rendu avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdurrahman. C'est pour faire face au contexte sécuritaire actuel caractérisé par les crises et des attaques meurtrières dans la région du G5 Sahel que la Haute Autorité à la consolidation de la paix organise ce forum international sur la paix et la stabilisation. Un forum qui a regroupé plusieurs personnalités du domaine de la sous-région et des chefs d'institutions internationales. Il s'agira pour toutes ces personnes d'animer une première conférence sur le thème stabilisation des zones de conflit et lutte contre le terrorisme insurrectionnel dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Le système des Nations Unies rassure de son engagement à contribuer dans cette lutte. Quant au président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, principal organisateur de cette rencontre, il est revenu sur le fond du thème retenu et l'enjeu lié à cette conférence. Pour vaincre le terrorisme insurrectionnel, les techniques de contre-terrorisme doivent être complétées par les leçons de la doctrine contre-insurrectionnelle. Celle-ci pose comme premier principe une claire définition des objectifs de la guerre: reconquérir et contrôler l'espace, protéger la population, rétablir l'administration dans toutes ses fonctions. L'objectif ici est de redevenir hégémonique au sein des populations. Cela implique quelquefois de réparer des injustices, de reconnaître les torts faits. Cela demanderait aussi un examen sans concession des politiques de l'État ayant conduit à la naissance et au développement de la dissidence. On fera attention aux groupes sociologiques qui semblent avoir une inclination à adopter les thèses des terroristes. Cette connaissance des causes et des raisons de la crise débouchera sur l'élaboration d'une stratégie politique pour sa résolution. Cette stratégie devrait être connue de tous, spécialement des échelons opérationnels des forces armées. Car sans objectif politique, l'action des forces armées demeure aveugle. En procédant à l'ouverture des travaux de ce forum, le Premier ministre a rappelé l'objectif visé à travers l'organisation de ce forum international. Nous continuerons notre marche avec fermeté. Nous mobiliserons les ressources qu'il faut. Nous mettrons en place des réponses durables qui apporteront l'espoir dans toutes ces régions meurtries par les conflits aux conséquences désastreuses que les terroristes nous imposent. Nous sommes conscients que l'outil militaire, bien que nécessaire, ne suffit pas. Il faut le combiner avec d'autres instruments. Ainsi, nous nous efforçons tous les jours à promouvoir des politiques d'inclusion et d'intégration en direction des populations vivant dans les zones géographiques vulnérables. Nous développons des politiques d'engagement et de dialogue avec nos populations pour renforcer la légitimité et la crédibilité de l'État. Nous mettons en œuvre des politiques qui mettent l'accent sur la cohésion sociale et l'entente entre les communautés.
nous veillons également à renforcer la résilience des populations à travers des programmes économiques à impact immédiat qui contribuent à stabiliser les zones affectées par la crise. Nous sommes convaincus que la poursuite d'une politique de développement durable et inclusif, le renforcement de la présence de l'État dans toutes ces zones meurtries, contribue tout autant que l'action militaire à la résolution finale de la crise dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Le gouvernement du Niger est engagé dans ces actions qui complètent l'effort militaire. Ainsi, durant 2 jours, les participants auront à débattre de plusieurs thématiques sur divers panels afin qu'ensemble les régions touchées par ce problème puissent définir leurs objectifs de guerre et asseoir des techniques de contre-terrorisme efficaces pour apporter la réponse appropriée à cette crise sécuritaire. Car, comme on le dit, au grand mot, les grands remèdes. Dans cette édition, lancement ce matin d'une campagne de sensibilisation sur la scolarisation et les mariages des jeunes filles en lien avec le Covid-19 par la Chambre universitaire en partenariat avec Save the Children. C'était le CSP Nessia qui a bénéficié de cette sensibilisation. Les précisions dans ce reportage. Dans le souci d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs, la Jeune Chambre internationale, à travers son partenariat avec Save the Children, organise cette campagne de sensibilisation sur la scolarisation et le mariage des jeunes filles en lien avec le Covid-19. Le représentant de la Jeune Chambre internationale est revenu sur les objectifs de la dite campagne. Le projet de la scolarisation de la jeune fille a pour objectif d'encourager et de permettre aux jeunes filles de finir leur scolarité, de retarder leur âge de leur maternité, de trouver un emploi décent et de réaliser leur potentialité pour générer des revenus dans leur vie socio-économique. Nous devons tous dire que la femme a sa place dans nos communautés et nous devons agir pour permettre à cette couche de la société d'être en mesure d'atteindre son objectif. À titre de rappel, la pandémie du Covid-19 a entraîné la fermeture des écoles sur une période de confinement, une situation qui pourrait avoir un effet sur l'éducation des filles et la lutte contre leur mariage. En tant que partenaire, Save the Children s'est dit préoccupé de cette situation. Le Niger est le pays le plus affecté par le mariage des enfants. 76,3%. Ce sont des données nationales. Donc du coup, c'est un phénomène qui est assez important. C'est un phénomène qui nécessite la collaboration des organisations internationales comme Save the Children, des organisations de la société civile, les amis de la presse, les jeunes aussi et les enfants qui sont les victimes. Une des solutions pour lutter contre le mariage des enfants, c'était la scolarisation. Pendant la Covid, l'école a été fermée. Donc du coup, les enfants ne vont pas à l'école. Et si les enfants ne vont pas à l'école pendant cette période, ils sont plus exposés au mariage des enfants. Donc il est important aujourd'hui qu'on discute sur l'impact de la Covid sur le mariage des enfants, mais surtout sur les avantages de la scolarisation de la jeune fille. Quant aux participants, ils ont saisi l'occasion pour donner leur point de vue. C'est aux parents de veiller sur l'éducation de leurs enfants, surtout même les filles. Et compte tenu de leur père, il ne faut jamais laisser l'éducation d'une jeune fille à sa mère seulement, car elle aura beaucoup de conséquences. Le mariage de la jeune fille à l'école n'est pas une bonne idée, car la fille, si elle n'est pas à l'âge de mariage, ça causera beaucoup de problèmes, surtout sur sa mentalité. Elle aura des difficultés à gérer sa famille, son mari, ses enfants. Et de plus, si la jeune fille qui a été une fois à l'école et qui a été enlevée juste pour se marier, elle aura beaucoup de difficultés à vivre dans son foyer. Enfin, il faut noter, à travers cette campagne de sensibilisation, les filles seront mieux outillées avec cette opportunité qui leur a été offerte par la Jeune Chambre internationale en collaboration avec Save the Children
pour que davantage ces filles privilégient leur éducation sur le mariage. Pour clore cette édition, au Niger, l'accès à une eau potable est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Cependant, l'accès à cette ressource reste difficile pour beaucoup. Quelles en sont les raisons? Réponse dans cet élément de Studio Kalangu. La première raison, c'est la nature géologique de notre sol. Quand je prends le cas de, par exemple, Tawa, Tawa est battu sur une zone de socle granitique avec des profondeurs assez énormes, parce que faire un forage de la région de Tawa relève d'un véritable travail de combattant. Les forages sont à 500 mm jusqu'à 1200 mètres de profondeur, ce qui ne favorise pas évidemment l'accès à l'eau potable parce qu'il faut mettre beaucoup de moyens. Le cas des Zénènes également, c'est des sols granitiques, ce qui fait que ça ne favorise pas la recharge rapide de la nappe. L'État n'a pas de moyens pour forer jusqu'en profondeur pour avoir de l'eau potable. À Zender, on dit qu'il n'y a pas l'eau bec. Non, c'est pas vrai. Il y a l'eau potable, mais on n'a pas le moyen nécessaire d'aller en profondeur parce que c'est une zone de cailloux, qui sont très solides, qui ne sont pas comme celui d'Agadez. Quand tu prends le cas effectivement des zones insulaires, c'est les régions du fleuve, elles sont à côté de l'eau, mais elles ont soif. Parce que les zones insulaires sont des îles et qu'on n'a pas de moyen de faire de pont. Comment acheminer le matériel pour pouvoir forer de l'eau au niveau de ces îles. Donc du coup, elles sont au bord de l'eau, mais elles sont privées d'accès à l'eau potable. Les zones rurales, elles ne sont pas couvertes par les réseaux de la Seine parce qu'il n'y a pas de forage. Vous savez que l'eau est divisée en deux parties. Vous avez l'alimentation en zone rurale qui est effectivement responsabilisée par le ministère de l'Assainissement et vous avez l'alimentation en eau potable en milieu urbain. Qui est responsable de cette distribution? C'est la Société de patrouillement des eaux du Niger avec des périmètres concédés à la Seine. Naturellement, et au niveau des régions, l'État peut faire un forage ou un partenaire peut faire un forage. Avant, on mettait un système de comité de gestion. C'est les villageois qui se réunissent pour gérer l'eau et évidemment réparer les pannes. Quand le panne, évidemment, se viennent, on appelle l'État, tel forage est en panne. Évidemment, l'État s'est trouvé dans une situation très difficile parce que si c'est à lui de gérer les pannes, imaginez, c'est l'ensemble du pays, combien de pannes il peut y avoir dans la journée, dans la semaine et dans le mois. Connaissant l'État, c'est un processus, ça va durer avant que la panne ne soit réparée. Donc maintenant, l'État a dit, ok, je délègue la gestion de l'eau aux communes. C'est ça qu'on appelle le transfert de compétences aux collectivités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'État a transféré les compétences et maintenant il a demandé aux communes de gérer l'eau à travers ce qu'on appelle la gestion déléguée des services publics de l'eau. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.